Bonjour à tous. Donc, merci tout d'abord d'être présent lors de cette présentation que nous allons faire avec Charles Arros, que je laisse déjà vous Oui, présenter. bonjour à tous. Alors, je suis Charles Arros, en charge du déploiement chez SpeederNet. Je vais m'occuper, moi, de toutes les questions contenu immersif, donc gestion des contenus, installation chez vous, sur vos infrastructures, sur vos réseaux. Toutes les questions liées au matériel également, donc les recommandations d'achat, d'utilisation du matériel, comment faciliter l'usage, comment installer. Voilà, je vais livrer même chez vous, former, faire des sessions de prise en main. Voilà, toutes ces questions-là, c'est assez large, les questions autour du déploiement. Donc, si vous avez, vous, des besoins bien spécifiques, n'hésitez pas à poser des questions directement dans le chat pour qu'on puisse un petit peu préciser et avoir des discours sur mesure. Très bien, donc merci Charles. Quant à moi, je suis Patrick Jordiquian, je suis en charge de l'immersif au sein de SpeederNet. Et dans ce cadre-là, il nous paraissait intéressant de mettre en place cette conférence car elle permettait d'évoquer un des sujets majeurs et des enjeux au niveau de l'immersif, puisque très souvent, vous avez dû entendre vous-même, que globalement, oui, un projet immersif, un projet d'immersive learning, c'est complexe, il y a beaucoup de dimensions, il y a des gens qui sont enthousiastes, des gens qui maîtrisent bien, qui ont appris à maîtriser, et puis il y en a d'autres qui vivent l'expérience avec envie, mais qui finalement rencontrent un certain nombre de sujets, et ces sujets, très souvent, ils sont concentrés sur les axes de déploiement. Donc on va voir lors de cette conférence, on va surtout balayer en 360 degrés qu'est-ce que c'est qu'un déploiement déjà. Je passerai la main à Charles pour l'évoquer. Puis on évoquera quelques cas concrets, mais également tous les aspects qui peuvent toucher les axes pédagogiques, qui peuvent être concernés par les typologies de déploiement, parce qu'il n'y a pas un seul déploiement. On verra également les moyens de le faire, avec les salles également, comment on peut le faire, les applications, les choses qui sont orientées davantage web. Donc globalement, on va ouvrir pas mal de champs. Ça ne sera pas exhaustif, bien évidemment, parce qu'il faudrait y passer des heures, mais globalement, on va essayer de faire une synthèse de tout ça, de vous ramener des informations, des tips, des pratiques, des bonnes pratiques d'ailleurs. Et puis de votre côté, n'hésitez pas, comme le disait Charles, à nous interrompre et à nous poser vos questions, puisqu'on y répondra bien volontiers. Alors pour commencer, Charles, je pensais que ce serait intéressant de lancer un tout petit sondage dans la conversation, c'est-à-dire que globalement, je vous propose de répondre dans l'onglet conversation que vous avez là-haut à cette petite question: est-ce que déjà vous avez pratiqué ou non un projet immersif? Ce serait intéressant de voir. Alors pour ceux qui peuvent nous dire oui, non, c'est intéressant parce que ça nous donne un peu la température autour de ce sujet. Donc je vous en prie, je vous laisse 30 petites secondes pour pouvoir compléter. Donc il suffit de mettre oui ou non dans la conversation, hein. Simplement, on va pas regarder globalement ce que ça représente, mais c'est juste pour avoir une petite idée du nombre qui est concerné par tout ça. Et puis j'enchaînerai par une deuxième question qui cette fois-ci va être orientée davantage: avez-vous, dans un de ces projets, si vous en avez mené ou vécu, connu des problèmes de déploiement au sens large? Et là aussi, ce sera un oui/non, si vous le voulez bien, après. Alors, je regarde un petit peu les réponses. Je vois oui, 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 non. Donc, pour l'instant, une majorité de oui parmi l'Assemblée. Très bien. Donc là, on a un bon 80-90%. Donc, les gens sont déjà confrontés à ces sujets de l'immersif. Et parmi vous, ceux qui ont eu des projets, bien évidemment, quels sont ceux qui ont pu connaître, rencontrer à un moment ou à un autre des problématiques de déploiement complexes ou moins complexes d'ailleurs, hein, mais des problématiques de déploiement? Là aussi, je vous laisse faire un oui/non simplement dans la conversation. Ça nous permet d'avoir un ressenti un petit peu de l'Assemblée, puis de ce qu'on évoque, puisque c'est le sujet central de tout ce qu'on fait là actuellement. Alors, je regarde un petit peu. Oui, donc OK. Donc pour la deuxième aussi, merci Johan de ce retour. Je vois je m'aurai également. Bien. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, même si tout le monde n'a pas forcément répondu, mais globalement, ça donne une indication quand même que les déploiements sont un vrai sujet, et je n'en doutais pas, mais bon, c'est toujours bon de se l'assurer. Charles, pour commencer,
parce qu'on parle de déploiement, mais qu'est-ce qu'on met derrière le déploiement? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément? Alors c'est un sujet, très, très large, hein, puis je pense que vous l'avez tous, du coup vécu. C'est un sujet en fait qu'on peut répartir d'un point de vue déjà, méthodologique, en termes de déploiement. Dans un projet, il y a vraiment une règle d'or, c'est d'anticiper. C'est-à-dire que dès le début du projet, il faut se poser, quelques questions, à savoir qui va être l'apprenant, qui va être le formateur, qui va délivrer le contenu, qui va gérer les casques. Des questions comme où, donc est-ce que c'est à distance, au bureau, en télétravail, dans une salle, si c'est où, c'est quelle salle, avec les spécificités de chaque lieu. Et puis des questions comme comment, donc avec quels appareils, est-ce que c'est PC, smartphone, est-ce que c'est des choses qu'on fournit, est-ce que c'est des choses personnelles, comment c'est, est-ce qu'on a Internet, enfin voilà, toute cette logistique. Donc des sujets de déploiement dans une méthode au projet. Et puis le deuxième grand volet du déploiement, c'est des questions plus techniques qui vont être là sur la gestion, le transport du matériel, la sécurisation, la recharge, des questions contenu. Est-ce qu'on est sur des contenus web ou des contenus applicatifs? Et auquel cas, comment on les installe? Comment on donne accès à ces contenus? Ça va être sur l'usage. Est-ce qu'on est sur une consultation libre? Est-ce qu'on est sur un parcours obligatoire? Est-ce qu'on a besoin de tracking? Bon, voilà. Des points beaucoup plus techniques, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans les parties suivantes. Je vais rebondir, Charles, sur ton sujet autour de l'application ou du mode web, parce qu'en fait, c'est deux sujets qui amènent des déploiements totalement différents, bien entendu. Donc, ça serait intéressant si tu peux nous décrire davantage ces éléments-là, nous dire un petit peu de quoi il s'agit, quelles sont les grandes différences pour que la plupart de notre auditoire soit fixé là-dessus. Oui, donc vraiment deux types de contenus. D'un côté de l'applicatif, de l'autre côté du contenu SCORM, donc contenu web. En applicatif, on va répondre à des besoins donc, nativement. Hein, l'applicatif, le gros avantage, c'est quand même le offline. Bien que ce soit en train de changer un petit peu, parce qu'un contenu aujourd'hui applicatif, il y a de plus en plus d'appels, avec les IA génératives par exemple, des appels sur des serveurs internet pour faire vivre un petit peu le contenu. Donc le offline, c'est plus toujours vrai sur l'applicatif. Par contre, ça reste vrai quand même pour des questions de performance, notamment sur de la 3D photoréaliste, sur du geste métier très fin avec du tracking, donc là qui va demander un petit peu plus de puissance de calcul. Là, on reste quand même sur des contenus type applicatif. Par contre, un contenu applicatif, ça a certains inconvénients, notamment si on fait des mises à jour. À chaque fois qu'on fait une mise à jour sur son contenu, on va devoir la redéployer, la réinstaller sur toute sa flotte de matériel. Qui dit réinstallation dit parfois avoir les droits d'administrateur ou du moins faire appel à son service informatique. Donc voilà, c'est quand même une logistique beaucoup plus lourde, pour certains avantages quand même, mais le web peut être plus flexible dans certains cas. L'avantage du web, c'est que son contenu, on va pouvoir le déployer sur une plateforme LMS, sur un serveur, et via un simple accès Internet, donner accès à son contenu à des centaines de personnes. Beaucoup plus flexible donc. J'imagine, Charles, parce que là on parle déploiement, on parle application, on parle web, que les périphériques concernés sont aussi très importants, puisque j'imagine qu'un déploiement de type 360 degrés n'est pas le même qu'un type un déploiement de type VR, par exemple. Quelles sont les grandes différences selon toi? Quels peuvent être les impacts d'ailleurs autour de ces sujets-là? Sur de l'applicatif, on va être sur des choses, notamment sur de la 3D, sur des machines qui vont nécessiter plus de puissance, donc sur des casques type casque filaire, avec des PC, des PC taillés pour. Sur du 360, on pourra plus facilement être sur du smartphone, tablette ou sur des casques autonomes. Très bien. Alors, il y a un sujet que je vais reprendre un tout petit peu parce qu'en fait, il peut avoir des impacts aussi sur les déploiements. C'est que c'est le contexte déploiement qui est important. C'est-à-dire que là, on parle d'application, de web. On a parlé également de logique de plateforme. On verra de traces également tout à l'heure un peu plus dans le détail. Mais il y a un facteur fondamental, c'est finalement comment cette ressource, ce module immersif, on va l'employer. C'est-à-dire, est-ce qu'il est là à des fins pédagogiques dans une logique autonome? Est-ce qu'il sert un parcours plus global? Est-ce qu'il est intégré directement dans
rapport pédagogique qui veut qu'on va avoir quelqu'un qui va vivre l'expérience et d'autres qui vont la commenter, échanger, voire un formateur ou un expert qui va expliquer en parallèle un certain nombre de choses. J'imagine que ces diversités pédagogiques qu'on va retrouver d'une certaine manière un peu partout et elles sont nombreuses, et globalement, elles sont aussi diverses et variées et elles se retrouvent un petit peu dans toutes les organisations d'un côté ou de l'autre. Mais quels sont pour toi les impacts justement de ces différentiels qu'on va retrouver au niveau de ce qu'on appelle le déploiement? Alors, il y a disons des grandes tendances dans la manière d'utiliser tout ça, et donc du coup sur le déploiement, les solutions qu'on va mettre en place derrière. Comme tu disais, si on revient à la chose la plus traditionnelle qui soit un petit peu en e-learning, c'est la mise à disposition sur une plateforme, la consultation par un apprenant en autonomie. Donc il se connecte, hein, il va se loguer à la plateforme, il va jouer son contenu, il va être traqué, il y aura une remontée de score. Ça, c'est vraiment le cas d'usage, disons, le plus basique, le plus traditionnel. Pour ce cas d'usage-là, ça peut être avec le PC de l'apprenant. Aujourd'hui, pour faire du 360, un PC, un smartphone peut suffire. Et là, en anticipation, il y a peut-être à calibrer la ressource pour que ça fonctionne sur une majorité d'appareils. Ça, c'est quelque chose d'assez, disons, assez standard. On a des cas d'usage, par exemple en classe, où là, on va avoir plusieurs groupes, plusieurs casques avec plusieurs tablettes, faire des retours écran. Ça, c'est ce qu'on avait fait, par exemple, pour l'Académie de Lyon. Ça nécessite, pour le coup, un équipement, ça nécessite une formation du formateur, ça nécessite un réseau solide dans la classe. On a d'autres cas d'usage qui sont assez intéressants aussi. Ça peut être un élève qui est seul face à un amphi, et en fait, le formateur peut s'appuyer sur l'expérience et sur le retour écran d'un élève pour enrichir un cours face à un amphi complet. Ça, on l'avait fait aussi pour une école il y a quelques temps. Pour la stabilité et pour l'indépendance au réseau, là, on était parti sur une solution de casque filaire. Alors, je vais peut-être juste rebondir sur ce que tu disais par rapport au projet avec l'Académie et le Collège Jean Massé, en fait, parce qu'en fait, cet exemple, je trouve assez intéressant sur le fond pour donner un petit peu des axes de déploiement avec les particularités qui peuvent exister en fonction des projets. Là, dans ce cadre-là, on a un projet très particulier, puisqu'en fait, comme le dit Charles, on est en salle de classe. Donc, qui dit salle de classe dit un professeur qui est là, un instituteur, avec parallèlement à ça une salle de classe qui est face à lui et donc qui est composée en petits groupes, et ces groupes sont adaptés en fait à travailler en groupe, c'est-à-dire en échange avec une personne qui vit l'immersion à travers un casque et d'autres qui commentent, mais aussi qui participent en donnant un certain nombre d'incises. Donc là, le déploiement, il se fait à travers ces dispositifs que vous avez sans doute déjà vus les uns et les autres. Ce sont des mallettes qui vont intégrer des casques et également des éléments de retour écran comme par exemple une tablette. Donc au niveau de ce projet-là, il y avait une double problématique, c'était d'arriver à gérer ça dans une salle de classe unique avec un espace qui est peut-être large, mais quand on a 5-6 groupes réunis, se pose la question du bruit, et donc il faut penser à ça au niveau du déploiement. Ça peut être un déploiement, le déploiement va là aussi intégrer la logique potentiellement de casque, d'isolement, de regroupement particulier. Donc là, on en reparlera un petit peu dans ce qu'est une salle. Ce projet-là, il a aussi un autre intérêt, c'est justement, on revient aux sources de ce qu'on évoquait tout à l'heure en termes de pédagogie, c'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver avec des groupes qui vont interagir très fortement, et bien évidemment, il va falloir que tout ça soit fluide et peut bouger, parce qu'en fait, un matériel, on ne peut pas le fixer dans une salle de classe, dans le sens où, sauf si, bien évidemment, c'est un plan qui est prévu, et la salle de classe va toujours avoir son matériel immersif, mais on peut imaginer qu'il va bouger. Donc là, dans ce cadre-là, les déploiements, ils se font aussi avec des mallettes qui vont intégrer un certain nombre d'éléments, comme on peut le voir avec ce type d'organisation qui sont planifiées par rapport au projet en réalité, mais plus largement au niveau du projet pédagogique plus global de la structure. Donc ça, c'est des choses à réfléchir en amont, on y reviendra, mais l'anticipation est très importante sur les déploiements pour le projet, mais au-delà de ça, pour tous les projets, parce qu'il faut arriver à se projeter sur qu'est-ce qu'on va faire en fait. La réalité, c'est pas de se dire on va déployer, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on déploie, et au-delà de ce déploiement-là, comment on va vivre les déploiements dans le futur. Donc tout ça, il faut vraiment le transcrire dans sa stratégie, on y reviendra, c'est un point assez fondamental. Sur les axes, on a parlé tout à l'heure de LMS, de traces, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les problématiques rencontrées et comment en déploiement on peut arriver à gérer ça, ou quelles sont les contraintes et les limites d'ailleurs?
Sur les, je veux dire, Sur la partie trace, en fait, hein, ce que tu as pu vivre dans des projets, parce qu'en fait, si on ne peut pas se connecter avec un LMS, j'imagine ouais, qu'on n'a pas de trace, par exemple, complètement. Ça, c'est la ou potentiellement. problématique numéro une, c'est quand alors, si la ressource, on ne peut pas l'installer sur sa plateforme LMS, première chose, ou si sur le lieu de la formation, on n'a pas d'accès, parce qu'on n'a pas d'accès à Internet, on n'a pas d'accès à la plateforme. Donc ça, comment... D'ailleurs, Charles, l'authentification à un LMS est une problématique en Et soi, c'est un hein. autre sujet, effectivement. C'est vrai qu'on a un casque, se connecter à un LMS, c'est pas confortable du tout. Aujourd'hui, très peu de casques peuvent lire des QR codes pour se connecter. Donc, on est encore obligé de mettre un raccourci web, d'aller taper son identifiant, son mot de passe, et ensuite de naviguer, comme sur un PC, de naviguer dans ses cours pour aller jouer sa ressource. Aujourd'hui, les LMS ne sont pas encore taillés pour la VR, donc le parcours utilisateur, l'expérience utilisateur, elle n'a pas été pensée pour le casque. Donc ce choix-là, avec un casque, d'aller consulter sa ressource sur LMS, en réalité, ça fonctionne très peu. Oui, ou alors il faut vraiment le simplifier à travers Mm. les authentifications, avoir une capacité à faire autrement, ou alors il y a d'autres types d'enjeux qui peuvent apparaître, bien évidemment, hein. Mm. Charles, là on a parlé traces, mais qu'est-ce qui se passe au niveau des traces quand on est dans une salle de classe, comme avec par exemple l'Académie de Lyon? Comment on va gérer des traces puisqu'on n'est pas sur un LMS, on est en local? Qu'est-ce qu'on fait exactement? C'est peut-être le moyen peut-être d'expliquer un petit peu les logiques de clés ou aujourd'hui de dispositifs annexes qui peuvent exister et qui facilitent les déploiements. Alors, au-delà du papier et du crayon, Oui. on a, nous, une solution qui est une box de diffusion, que je vais vous présenter juste ici. Alors cette box, c'est peut-être pas la seule, hein, mais globalement, on prend vraiment le parti de vous la présenter pour vous montrer ce que ça fait, à quoi ça peut servir. Je pense que c'est important et pour que vous voyez à peu près à quoi ça peut répondre en fait, hein. Tout à fait. Donc c'est un boîtier, boîtier Wi-Fi, hop, qui va vous permettre à la fois de stocker donc les contenus immersifs dans la mémoire du boîtier. Donc en fait, c'est un peu un LMS de poche, hein. Les contenus sont en physique sur le boîtier. Le boîtier va diffuser son propre réseau Wi-Fi et tous les appareils donc, dans la salle à proximité vont pouvoir se connecter au Wi-Fi et consommer les contenus qui sont installés dans le boîtier. Donc ça reste une technologie web mais locale. Donc qui dit technologie web dit multi-device. Donc c'est pas que du casque, même si ça facilite grandement l'usage pour du casque. Ça peut être pratique si quelqu'un veut se connecter avec une tablette ou avec son PC pour consulter la ressource. Ça a pour gros avantage déjà le fait que vous allez pouvoir gérer vous-même le contenu sans passer par un administrateur de plateforme ou sans passer par un service informatique si c'est sur un serveur web. Donc le formateur devient aussi administrateur, gestionnaire de contenu. L'avantage, c'est la stabilité réseau, notamment pour des questions de retour écran. Là, vous allez avoir jusqu'à 6 casques connectés au boîtier, une tablette et les 6 flux vidéo qui arrivent sur la tablette avec une grande stabilité. Donc c'est parfaitement adapté, par exemple, sur un dispositif de type, justement, on parlait de l'Académie Lyon et du collège, une box peut faire ce travail-là, quoi. Cette S-Box, elle fait ça, hein. Complètement. Ouais, ok. Oui, complètement. Et l'avantage, si pour l'Académie de Lyon ou d'autres utilisateurs, dès qu'il y a une mise à jour du contenu, on n'a plus besoin d'aller installer cette mise à jour sur toute la flotte d'appareils. Vous installez simplement sur le boîtier et tous les appareils qui se connectent profitent du coup de mise à jour. Donc ça simplifie vraiment, ça enlève quelques étapes, ça simplifie l'utilisation sur des salles. Vous n'êtes plus dépendant d'un réseau de bâtiments, vous n'êtes plus dépendant d'un service informatique, bien qu'on travaille avec eux pour les déployer chez vous. Mais voilà, ça simplifie. Charles, je vois qu'on a une question de Johan sur le déploiement web. Il évoque en fait, par rapport au déploiement web, suivant les typologies de casques, on peut avoir des déploiements. Est-ce qu'on peut remonter un tout petit peu, s'il te plaît? On ne voit plus la question. On attend juste la question qu'elle se réaffiche parce qu'on l'a perdue, comme ça on va pouvoir vraiment y répondre. Voilà, donc les déploiements web, suivant le matériel, les browsers de lancement web peuvent être plus ou moins adaptés avec des lags. Mettez-vous à disposition un browser spécifique avec une optimisation compatible sur l'ensemble des casques. Alors, on n'est
on n'a pas notre propre navigateur. On recommande le navigateur du casque, à savoir que sur les casques recommandés, donc nous on travaille essentiellement avec Pico, on est sur Pico Browser. Meta avec Meta Browser est à peu près équivalent. Pico Browser, Meta Browser sont sur les mêmes bases techniques, sur des bases Chromium. Donc on a une compatibilité vraiment garantie sur ces casques-là avec des bonnes performances. Alors, on a une autre question, enfin, je ne sais pas si Johan, ça répond à la question qui était posée. On avait une deuxième question qui était posée par, alors je ne sais pas le prénom, donc désolé, je ne vais pas citer le nom. La question, c'était est-ce que cela marche pour 15 casques? Donc, je pense qu'on parle de la S-Box. Charles, est-ce que c'est possible sur 15 casques? Sur 15 casques, c'est possible, mais en dupliquant le système. Donc nous, on est sur 6 casques. Pour 15 casques, il faudrait partir sur au minimum 2, donc avec 2 réseaux Wi-Fi. Donc nous, on prépare des réseaux Wi-Fi bien distincts pour pas qu'il y ait d'écrasement ou d'interférence. Mais c'est possible, bien sûr, d'avoir dans la même salle les 15 casques qui fonctionnent et qui profitent du système. Alors, bien sûr, tout ça doit être paramétré à l'origine pour que ça soit efficace et que ça fonctionne. Mais après, bien évidemment, c'est en place et ça ne bouge plus. C'est très efficace et stable puisque c'est des choses qu'on a pu utiliser sur des salons avec des partenaires et des clients. On l'évoquera parce qu'il y a une conférence qui va traiter avec Orange d'un projet drone avec... je crois c'est jeudi à 17h, donc l'école des métiers qui va présenter un projet immersif qui touche justement une simulation de drone, mais avec la logique de pouvoir faire des photos et du diagnostic au niveau d'intervention sur des pylônes. Et eux, globalement, ils étaient sur un salon Open Technologie Orange. Et il a fallu que ça puisse fonctionner directement sur le site, et bien évidemment avec toutes les complexités qu'on peut imaginer sur un site, avec des gens qui s'enchaînent très très vite, avec des temps, avec des choses qui ne sont pas forcément stables parce que les gens peuvent faire un certain nombre de choses, puis arrêter, remettre, etc. Et en fait, au niveau de la connexion, ça a été assez bluffant sur la globalité. Je crois qu'on a rencontré un petit souci une fois, une minute, et qui a été repris immédiatement, quoi. Donc c'est vraiment ultra stable. En fait, j'ai eu le cas d'usage aussi sur le CFA Technopolis qu'on a accompagné sur le Mondial des métiers à Lyon. C'était plus de 100 000 visiteurs sur 4 jours. Et en fait, donc le CFA est parti avec une mallette avec 6 casques à l'intérieur. Les 6 casques, ça permettait de faire une rotation. Donc les 6 casques, c'était 3 par 3, de manière à pouvoir recharger 3 casques supplémentaires et tenir une journée complète, avec un dispositif où ils avaient une tablette tactile pour le retour écran qui elle-même était reliée à une télé pour afficher en grand le visuel des casques. Et là, du coup, la box qui a tourné pendant les 4 jours pour à la fois faire le relais pour le retour écran, mais aussi pour délivrer les ressources, les expériences sur les casques. Voilà. Donc en fait, quand on arrive sur un salon, on est complètement indépendant, on est complètement serein parce qu'on déjà on n'a pas besoin de se loguer sur le Wi-Fi du salon, et on est sûr de ne pas avoir de perte de performance. Alors, il y avait une question aussi sur le nombre de ressources et de contenus qu'on pouvait mettre sur cette S-Box. Je pense que ça peut être assez important dans la globalité, puisqu'il y a quand même un disque assez conséquent. Important et je dirais sur mesure. Nous, c'est fourni avec des mémoires de 128 Go, mais on est sur des mémoires extensibles. Donc après, on peut aller autant que possible sur les cartes SD à environ 1 Tera si nécessaire. Alors, Charles, peut-être que ça peut être intéressant pour compléter un peu ce qu'on est en train de se dire au niveau de la S-Box et des différentes questions qui ont été posées. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, c'est un matériel et un dispositif qui va permettre le déploiement dans un lieu avec finalement sans mode web, puisque c'est dans un mode web mais local. Donc, ça permet de remédier aussi à des axes sécurité qui peuvent être problématiques pour certaines organisations. Il y a 2 usages qui vont arriver aussi en plus sur ces S-Box, mais qui peuvent se retrouver peut-être par ailleurs. C'est un usage qui va être très orienté, je te laisserai peut-être compléter. Il y a un usage qui va toucher la mise en œuvre et la mise à niveau des contenus, parce qu'en fait, quand on est dans des logiques comme celui-ci, ça prend beaucoup de temps de remettre à jour des contenus. À partir du moment où on en a un certain nombre, on est sûr qu'on les centralise sur la box, et bien évidemment les mises à jour elles se font automatiquement puisque tout le monde va chercher ce contenu-là. Donc ça c'est un des axes sur lesquels on travaille et qui va sortir très rapidement. Et puis il y a un deuxième axe qui me paraît aussi très intéressant, c'est tout ce qui va toucher, on va dire, les traces, parce qu'en fait en local, à ce niveau-là, on peut récupérer les traces sur la box et bien évidemment sortir un fichier qui va pouvoir être exploitable dans différentes conditions derrière. Donc finalement, on peut
si on n'a pas besoin de traces, on n'en a pas. Mais si on veut avoir des traces, on a certains types de box, certains modèles qui permettent d'aller jusqu'aux traces avec un dispositif technique directement sur la box, hein. En gros, c'est ça, Charles, hein, ce qui va arriver dans peu de temps sur ces box. Oui, c'est ça. Actuellement, donc sur le tracking, vous aurez la possibilité d'avoir un dashboard pour consulter les traces directement dans l'interface du boîtier. Donc très concrètement, ça se présente avec son ordinateur. On se connecte au Wi-Fi du boîtier et on va sur une URL pour consulter du coup sur un dashboard les traces. Ou alors, comme disait Patrick, les exporter sur un CSV. Ça, c'est la première chose. Et sur les mises à jour à distance, ça, c'est d'autant plus intéressant si vous êtes équipé de plusieurs box chez vous. Donc, si vous avez une flotte, ça permet à une personne à distance de faire et de venir pousser des mises à jour et ajouter des contenus sur sa flotte de box, qui elle-même, du coup, vont en faire profiter à tous les appareils connectés. Oui. Il y avait une remarque de Johan qui expliquait que sur Quest 2, le browser initial, il faisait beaucoup de lag et il fallait passer par Volvic. Moi, je confirme, c'est ce qu'on a connu aussi avec Volvic sur le Quest 2 qu'il a fallu mettre en œuvre pour essayer de limiter les problématiques. En tout cas, oui, je crois que là, sur ce qui est évoqué, c'est effectif, hein, c'est clair. C'était un peu un parcours du combattant à l'époque sur Quest 2 par rapport à ce sujet-là, en effet. Donc là, on a parlé finalement des enjeux de tracking, des enjeux de dispositifs finalement décentralisés finalement. Alors décentralisés ou centralisés, parce que souvent ce qu'on rencontre dans les organisations, c'est une salle ou ce qu'on appelle un lab qui est mis en place avec les casques qui sont là, parce qu'on voit finalement très peu d'organisations qui font un essaimage à l'échelle avec des casques partout. On a plutôt une logique de concentration, enfin à part quelques organisations bien sûr qui essaiment, mais en majorité, on va retrouver une salle où les casques vont être mis en place. Et donc, ce type de dispositif est assez efficace dans ce cadre-là. On a parlé également des casques et bien sûr tablettes, smartphones. Il nous reste à peut-être évoquer sur des logiques de déploiement un peu plus larges à l'échelle. Quels est, selon toi, les éléments que tu vois en prospectif sur ces déploiements? Parce que, on le disait au départ, les enjeux, c'est quand même simplifier cette partie déploiement qui est quand même l'un des freins majeurs de l'immersif quand les gens n'y vont pas, c'est par rapport à ce type de crainte très souvent, hein, c'est pas ailleurs. Toi, tu vois ça comment, puisque tu as vécu les périodes, je dirais, un peu difficiles des déploiements il y a quelques années. Aujourd'hui, comment tu ressens les choses? Est-ce que les gens que tu as en face de toi aujourd'hui, ils arrivent à s'en sortir mieux? Est-ce que globalement, c'est plus facile pour eux d'y aller? Parce que c'est important, il y a pas mal de gens qui n'en ont pas fait et globalement, c'est intéressant de savoir quel est le niveau de complexité d'y aller. Alors, heureusement que la technologie a bien progressé parce qu'à l'époque, il fallait avoir une grosse tour pour pouvoir profiter de la VR, avoir tout un paquet de fils. C'est vrai que là où on vient, ça a bien évolué. Mais la simplification en fait, pour l'utilisateur qui a jamais mis de casque, je pense qu'on peut encore faire des progrès là-dessus. Et nous, c'est vraiment dans cette direction qu'on travaille. On veut que le casque, et je pense que c'est une clé de réussite, c'est que le casque, dès l'allumage, soit prêt, qu'on n'ait pas besoin de naviguer dans des menus qui sont encore inconnus, parce que quand on met un casque pour la première fois, on perd un petit peu ses repères. D'autant plus que chaque fabricant de casque a sa propre ergonomie, donc c'est bien différent à chaque fois. Nous, on essaye d'automatiser au maximum, on essaye de simplifier les choses en proposant des menus qui laissent pas d'autre choix en fait, à l'apprenant que de faire ce qu'on lui propose de faire. Donc de cette manière, le formateur, pour lui, c'est simple, il allume le matériel. Pour l'apprenant, c'est simple, il s'équipe, il lance. Et pareil, jusqu'à la gestion des traces, où là aussi, on veut permettre de simplifier les choses, même si on n'a pas de connexion Internet, même si on n'a pas du support interne sur son infrastructure. Je pense que c'est une des grandes clés de réussite aujourd'hui sur les déploiements. Alors, je vais me permettre une petite question, parce que là, on a pas mal avancé sur un certain nombre de sujets. Je voulais déjà avoir peut-être une petite question par rapport à ces types de dispositifs ou tout ce qu'on a pu évoquer. Est-ce que c'est des choses que vous avez pu, autour d'autres solutions ou autour du standard qu'on évoquait tout à l'heure sur des bases assez classiques, est-ce que vous avez pu expérimenter ça et quel est votre ressenti aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez encore que les projets immersifs ils sont complexes en termes de déploiement par rapport à ce que vous avez vécu ou vous trouvez qu'aujourd'hui ils sont abordables pour vous et quelque part vous arrivez à y aller sans trop de freins pour vous en fait? Comment vous percevez ça?
Alors donc ma question elle est très très large, ce n'est pas une question ouverte nécessairement, mais peut-être n'hésitez pas en conversation à noter peut-être ce que vous pensez ou ce que vous pensez aujourd'hui des déploiements et ce que vous vivez vous sur le terrain en fait. Hein. Ça sera intéressant d'avoir votre retour là-dessus, parce que nous on le fait sur un échantillon de nos propres clients, c'est ce qu'on ressent, mais globalement on fait, on a certains types d'organisations, on ne travaille pas sur toutes les organisations non plus, donc c'est assez intéressant d'avoir votre retour. Je crois que Yves va vous envoyer une question mieux, peut-être mieux aboutie que la mienne qui a fait des allers-retours et quelques... Alors, je vois qu'on commence à avoir quelques retours. Alors, on va, en attendant que vous en ayez, on rebondira un petit peu dessus sur quelles pourront être vos réponses. Là, maintenant, j'aurais aimé qu'on fasse une petite synthèse, parce qu'on a vu un certain nombre de sujets, alors sauf s'il y en a certains que tu veux développer davantage, Charles. Est-ce qu'il y a d'autres sujets dans ce qu'on aborde là qui méritent pour toi un petit complément à travers ce qu'on a dit? Non, pas spécifiquement. Après, si, voilà, si vous avez, vous, des questions ou des besoins, voilà, des choses qu'on n'a pas forcément couvertes, n'hésitez pas. Ah ben, on commence à avoir quelques retours. Là, il y a Johan qui nous répond sur l'acculturation qui peut prendre un peu de temps pour certains profils de formateurs, mais avec du temps, l'immersivité prend toute sa splendeur. Donc, bon, je pense qu'on est en accord avec ça, Johan. Nous aussi, on perçoit ça, c'est-à-dire qu'en fait, on commence aussi à voir dans certaines organisations des gens qui spécifiquement commencent à prendre des compétences et à qui on donne un rôle, au-delà de ce qu'ils font habituellement, leur donne un rôle centré sur les déploiements et sur la connaissance de ces sujets-là. On le voit dans certaines organisations. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'ils permettent de faire le relais, de jouer un rôle de facilitateur. Donc, je pense que c'est beaucoup avec ces personnes-là que tu travailles, toi, régulièrement, parce que tu ne travailles pas avec toutes les personnes qui sont dans une Ouais. organisation, mais plutôt avec un de relais, De j'imagine. plus en plus avec des personnes qui ont pris à bras le corps un petit peu ce sujet-là, ce sujet technique. Moi, je le vois dans les échanges, c'est des gens maintenant qui ont mis un petit peu les mains dedans. Oui. Des gens qui ont des questions pour le coup, très pratiques. Donc, on a passé une étape depuis quelques années là-dessus. Sur ces axes-là. Et donc, cette acculturation, ensuite, elle se passe en interne avec quelqu'un qui transmet. Et nous qui accompagnons la personne qui transmet, très souvent, c'est comme ça que ça se passe. Et qui fait office de support interne aussi, ça c'est assez important. C'est-à-dire que dans le groupe, s'il y a quelqu'un d'identifié un petit peu un interlocuteur privilégié pour faire de l'assistance vraiment à la minute, ça aussi, je pense que c'est un facteur de réussite. C'est-à-dire que demain, le formateur qui va se retrouver avec le matériel, s'il est coincé pendant une session de formation, c'est important d'avoir disons une hotline un petit peu secours. C'est quelque chose, nous aussi, qu'on peut mettre en place et qu'on fait avec plaisir. Mais en interne, dans une entreprise, c'est ce qu'on voit, dans une institution, c'est ce qu'on voit. Il y a de plus en plus de relais spécialisés comme ça sur ces sujets. Je voulais revenir aussi, alors là, il y a Yves, je crois, qui a relancé une question autour d'un sujet. De mon côté, il y avait aussi un autre sujet que je voulais reprendre, parce qu'en fait, ce que je constate sur le terrain, sur les déploiements, c'est souvent lorsqu'il y a une problématique, alors bien sûr, il y a parfois des problématiques, hein, c'est évident, parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui sont concernés, et on est face à une forme de complexité qui s'est simplifiée, mais qui reste quand même pas encore totalement simplifiée, donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses à faire. Néanmoins, ce qu'on constate sur le terrain, tu me diras ce que tu en penses, Charles, parce que toi, tu es au quotidien sur des sujets de déploiement de contenu ou de solutions. On constate que parfois, les choses ne sont pas assez anticipées. Quand je dis anticipées, c'est qu'on pense à son projet, mais pas plus large que le projet parfois, et donc ça pose des problématiques stratégiques à moyen terme, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on a fait quelque chose, et on va le reproduire, mais pour peut-être des contextes qui ne vont pas être adaptés. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'évoquais au tout départ me paraît assez fondamental, c'est-à-dire qu'il faut arriver à se poser sur l'immersif et se dire, globalement, déjà, qu'est-ce qu'on va faire en immersif? À quoi ça va nous servir? Et finalement, comment
qui on va servir en termes d'immersif, sous quelle forme, comment on voit ça aujourd'hui, mais comment on voit aussi ça peut-être dans un an au niveau organisation. Est-ce qu'on va toujours être centralisé dans un lab? Est-ce qu'on va vouloir essaimer? Est-ce qu'on va se poser la question de la mobilité ou pas? Est-ce que les formateurs vont se balader avec leur kit avec un casque et puis tous les éléments pour pouvoir être autonomes? Est-ce que ceux-là vont être vraiment centralisés? Il y a pas mal de questions à se poser sur la nature aussi des contenus, sur la manière dont pédagogiquement on va employer les contenus, c'est-à-dire est-ce que c'est de l'autonome complet ou est-ce que c'est, par exemple, moi je vois très souvent en prévention sécurité, des quarts d'heure sécurité où l'immersif il est utilisé à des fins semi-présentielles. Donc globalement, vraiment, ces enjeux-là, il faut que vous mettiez face au projet et plus largement à votre vision de ce qu'est l'immersif dans votre organisation pour vous poser toutes les bonnes questions qui vont vous permettre de détecter qu'est-ce que vous allez faire dans le futur. Donc ça, pour moi, c'est un point vraiment très, très important. Et au final, c'est à partir de cette feuille de route et de cette réflexion-là que vous allez répondre à votre projet initial, parce qu'il y a toujours un projet initial, mais globalement, vous allez pouvoir construire quelque chose sur lequel vous n'allez pas casser, reprendre, etc. Et puis peut-être avoir des limitations, parce qu'on le sait, quand un projet est effectif et puis que derrière on en fait un autre et que tout n'est pas adapté, ben changer un casque c'est compliqué, aller chercher un budget pour faire ceci, cela, ça devient plus compliqué parce qu'on ne l'a pas prévu au départ et on est dans des périodes où économiquement, ben, bien évidemment, aller chercher des budgets c'est pas simple au niveau des organisations. Donc je vous encourage fortement à pas forcément d'être ambitieux dans ce que vous allez faire, mais d'utiliser des briques qui vont vous servir plus tard aussi parce que votre feuille de route elle est claire. Donc pour moi ça c'est assez fondamental. Charles, est-ce que toi, tu as pu constater que parfois, que tu avais des gens qui étaient ultra organisés avec une grosse vision, et puis des fois, c'était un peu plus en pilotage, plutôt pas anticipé, quoi, globalement, parce qu'il n'y avait pas eu cette réflexion-là profonde au départ, quoi. Oui, j'ai pu constater parfois un manque d'anticipation, ça c'est sûr. Mais ce qu'on constate aussi, c'est une peur de prendre certaines décisions en se disant que dans l'avenir, peut-être que ça ne marchera pas. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop. Alors, il faut vraiment très anticiper, ça c'est bien important, c'est pas ce que je dis, mais ne pas avoir peur quand même de se lancer, de faire des choix. Peut-être dans une roadmap d'y aller sur une première année avec voilà, un échantillon avant d'anticiper un déploiement plus massif. Mais les choix qui sont faits dès la première année, déjà, ils permettent d'apprendre un petit peu, ça c'est clair. Mais ils ne sont pas forcément antinomiques avec la suite du matériel qu'on a acheté cette année. On peut souvent le recycler sur d'autres choses. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Oui, alors, oui, en effet, parce que c'est vrai qu'on entend souvent, je vais attendre le nouveau casque, je vais attendre le nouveau matériel, je vais attendre le... Bon, c'est un peu sans fin, c'est comme ce qu'on a vécu avec l'ordinateur au démarrage, hein, c'est-à-dire on va attendre le nouveau Pentium ou je sais pas quoi, enfin c'est d'un autre âge, mais c'est un peu la même logique et c'est vrai qu'à un moment donné, de toute façon, il faut penser qu'un casque, de toute façon, sera une obsolescence et c'est comme ça. Qu'on évalue autour de 3 ans sur une obsolescence, disons pour être un petit peu à la mode ou être à la pointe des fonctionnalités, peut-être plutôt 5 ans en termes de performance et de compatibilité. Donc voilà, faire déjà cette part des choses-là, 3 ans si on veut avoir de la fonctionnalité moderne. Là aujourd'hui on est sur des casques qui permettent de faire de la réalité mixte. On pourra aller encore quelques années sur de la réalité virtuelle, sur de la VR avec ces mêmes casques. Donc voilà. Je pense que 3 ans et 5 ans, c'est une bonne échelle d'obsolescence. Et puis peut-être pour terminer, avant de peut-être voir s'il y a d'autres questions qui viennent, mais globalement, vous avez dû entendre aussi des annonces Meta assez récentes hein, qui font que Meta va se désengager un petit peu de la partie pro à travers, on va dire, le modèle qu'ils avaient mis en place. Donc forcément, ça veut dire que le coût des casques va certainement être un peu moins abordable en dehors de peut-être de constructeurs. Il va y avoir, dans l'actualité, on va avoir une nouvelle version aussi de Lynx, hein, du casque français Lynx, qui est aussi, qui peut être assez séduisant. Il faut voir, je crois que il y a un vrai game changer chez Lynx, d'après tout ce que j'ai pu entendre. Donc, il y a à vérifier avec la sortie et puis voir ce que ça va
va donner. Et puis globalement, je crois que le CES a mis en œuvre pratiquement une quarantaine de casques, de lunettes connectées, avec très peu d'usage. Au niveau du CES, il y avait très peu d'usage déterminé au niveau de l'AR et de ces casques-là. Mais globalement, les casques arrivent. Alors, ils vont bien sûr tous ne pas continuer. Il y en a qui vont s'arrêter, d'autres étaient là épisodiquement. Mais on voit que c'est un secteur dans lequel on va bouger beaucoup et que globalement, les déploiements vont être encore un petit peu plus larges et vont évoluer dans le temps. Alors, à quelle échéance, c'est pas facile à dire parce que c'est quand même de gros investissements et globalement, le marché n'est pas encore totalement mature non plus. Sur les usages, sur la maturité, effectivement. Et puis, comme sur tous les cycles d'innovation, il y aura dans quelques années plus que quelques références solides. Nous, on suit ça en veille de très près. Et pour revenir sur Meta, je pense qu'on reviendra avec une communication sur les réseaux à ce sujet. On attend un peu plus de détails de ce communiqué de presse de Meta. L'offre Quest, pour l'instant, continue. Ils garantissent d'ailleurs une utilisation jusqu'en 2030 pour tous les utilisateurs de la solution business. Donc, pour l'instant, pas de panique. Voilà, mais par contre, une forme de désengagement avec une réduction assez conséquente et un des virage effectifs et un virage qui est pris sur de la miniaturisation, sur de la lunette connectée. Alors, est-ce que vous avez pour les uns ou les autres encore quelques questions? On a 1 ou 2 minutes devant nous, enfin on est ouvert à ça si vous en avez. Je crois qu'on a répondu à toutes celles qui étaient passées jusque-là. Je regarde un petit peu qu'on n'en ait pas zappé, mais non, a priori. Est-ce que, voilà, vous avez quelques questions? Sinon, nous, on se tient également à votre disposition, globalement, si vous voulez en savoir un peu plus sur les S-Box, si vous voulez échanger avec Charles sur des plans de déploiement, des réflexions autour de ces sujets-là, parce qu'on fait beaucoup d'accompagnement sur ces axes-là. Et bien évidemment, ça sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger avec vous sur ces différents sujets. Et il me semble que sur... Une question qui est en train d'arriver, je la vois se rédiger. Sur la semaine, on reparlera, il me semble, en détail d'un cas d'usage justement qui fait appel à la S-Box. Alors la S-Box, on la verra dans deux conférences qui ont lieu jeudi d'ailleurs, les deux. Je crois que c'est Colas qui va parler internalisation et qui utilise la box en termes de déploiement et qui veut aller sur les box tracking parce que pour eux c'est assez important puisque ça touche à de la logique de certification aussi. Et puis on aura ce que je vous ai évoqué tout à l'heure à 17h, donc l'une est à 11h, celle de Colas, Rail, et à 17h on aura celle de l'école des métiers d'Orange qui évoquera le projet drone avec l'OpenTech Innovation qui avait été fait par Orange, où ils ont été sélectionnés. Désormais, ils vont aller aussi sur le MWC, c'est le Mobile World Congress, avec cette application qu'on a fait ensemble. Et ils vont la déployer de la même manière, puisque c'est un mélange drone avec des dronistes qui sont là, et puis l'expérience simulée à travers justement la vision et le diagnostic sur les pylônes à travers des prises de photos. Alors, je crois, est-ce qu'on a d'autres questions? Non, je crois qu'on est à peu près bon. Écoutez, je vous propose, il est 17h43, je crois qu'on a fait un grand tour d'horizon. On est bien sûr à votre disposition, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas, on vous enverra aussi un mail à travers le replay, puis nos coordonnées respectives. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions, on est à votre disposition. Et merci encore d'être venu avec nous partager ce moment qui j'espère, vous apportera quelques idées ou quelques tips. Merci à vous.